Il y a si peu de vérité. Si peu. Il me semble même qu'il y en a de moins en moins. Mais en voici une. La peau. La peau est l'organe le plus lourd du corps. La peau est l'organe le plus lourd du corps. Vérité qui colle, qui cogne, qui s'entête. La peau est l'organe le plus lourd du corps humain. L'organe le plus lourd de mon corps, oui. Vérité scientifique, questionnée parfois. Vérité scientifique, mais pas que. Vérité quotidienne, redondante, écrasante. Vérité des villes, des voyages. Vérité d'embauche, d'open space, d'école et d'hôpital. Vérité physique, physiquement politique, tragiquement statistique. La peau est l'organe le plus lourd du corps. Vérité ici, là-bas. Vérité qui tient debout au travers tant de monde. Or, il est si rare que tout cela s'aligne. Ou plutôt que le tout reste aligné. Parce qu'elle courbe le dos, ces vérités. Elle fissure les liens, craquelle les volontés, chamboule les confiances et désaxe les destins. Oui, la peau est l'organe le plus lourd du corps, vrai une fois pour les corps blancs, vrai un nombre incalculable de fois pour tous les autres, ces autres, que cette vérité heurte, blesse, laisse, déchire, perfore, affame, abaisse, enferme, étouffe et noie. Elle pèse, cette vérité, elle pèse lourd, lourd. Elle pèse lourd et se répète en blessant, en lestant, en déchirant, en perforant, en affamant, en abaissant, en enfermant, en étouffant, en noyant. La peau est l'organe le plus lourd du corps. C'est vrai, c'est lourd, elle pèse, la peau. Magnétique, elle attire la matraque, le fouet, le rejet. Explique le rejet de soi ou le retrait de soi, la peau. L'organe le plus lourd du corps. Plus lourde que les corps qu'elle sombre, tout droit vers les fonds des bus, les fonds des océans, tout droit vers les fonds. Or, il est si rare que tout cela s'aligne ou que tout cela reste aligné. Rare que les corps portent le même récit, que des mères à genoux, que la fable des frontières, que l'histoire et sa hache, que ces manuels prétendument neutres qui perpétuent, confirment. Il est si rare d'être neutre, exact, si rare d'être vrai, mais la peau est l'organe le plus lourd du corps. Lourde à en oublier nos humanités vraies, dures, lourdes dans les silences, les hurlements, les jeux de balles, les jeux de cales, au travers des classes, au bas des fiches de salaire, dans les soupirs de salles d'attente. Encore l'hôpital et sa suspicion. Vous avez bien dit que la petite s'est fait mal lundi, c'est ça? Ouais. Lundi, mardi, mercredi, midi, soir, tout le temps et partout, la peau est l'organe le plus lourd du corps. Lourde, plus lourde que les corps qu'elle empêche à chaque envol, à chaque départ, à chaque visa. Elle pèse, même quand on flotte, même quand on rit, elle pèse même quand on aime. Comme une dette contractée sans jamais avoir signé, une dette qui nous précède, se forçant dans les chairs qu'elle couvre, aussi inévitable qu'un cimetière, elle pèse plus lourd que les corps qu'elle alourdit d'épuisement, de peur ou de colère. Ma peau, l'organe le plus lourd de mon corps. Allez vérifier. Ça se jouera entre la peau, les fascies attendues, durcies par le poids de la peau.
l'organe le plus lourd du corps. C'est un cours de 3e ou de 4e que certains n'ont pas eu la chance de laisser couler. Environ 15% de la masse d'un corps adulte, 15% auquel il faudrait ajouter tonnes de charges raciales, de passé colonial, de présent colonial, d'insultes, de métro, de cours de récré, d'enfance ruinée, de transmission éclatée, tonnes d'Adama Traoré, de Sarah Bartman, tonnes d'anonymes par millions. Des tonnes, et aussi cette boule dans la gorge qui finit par s'installer sous l'estomac quand on nous annonce que ce ne sera pas nous, alors qu'on était prêts, qu'on méritait, que ça aurait dû être nous, et ce jour-là, 15% auquel il faut ajouter du lourd, de l'indigeste, de l'immense, de l'inflammable, la peau. Et l'organe le plus lourd du corps, vérité incisive, sans détour et sans secours, derme infranchissable, sa masse, sa lourdeur entoure et assigne, elle ensevelit la peau, l'organe le plus lourd du corps non blanc, elle ensevelit ces cuirs tannés de cette réalité, elle ensevelit ces cuirs qui naissent, vivent et meurent teintés d'humiliation, de spoliation, de contrôle d'identité, la peau lourde, imbibée de rêves refoulés, d'impensables asphyxies qui nous contraignent à gonfler nos poumons, de lutte pour rappeler que les vies noires comptent à de perverses structures, à ceux qui ne voient pas le problème ou ceux qui ne voient pas les couleurs. La peau, l'organe le plus lourd du corps, gavé, tatoué de mémoires ségrégées, la peau et ses abysses, l'organe le plus lourd du corps humain, vérité de chair et de chiffres, vérité scientifique, née de l'intérêt, d'absurdité politique à la chaîne, une affolante systémique, en poème, en manif, partout la peau est l'organe le plus lourd du corps. Merci. Kateb Yassine, de son propre aveu, est un barbare. Avec une simplicité déconcertante, il a déclaré « Je sens que j'ai tellement de choses à dire qu'il vaut mieux que je ne sois pas trop cultivé. Je sens que j'ai tellement de choses à dire qu'il ne faut pas que je sois trop cultivé. Il faut que je garde une espèce de barbarie. Il faut que je reste barbare. » La formule est belle, percutante. On croit la comprendre immédiatement, nous dit Louisa Yousfi. La culture est une gloutonnerie qui rend l'espèce obèse et l'esprit impuissant. La barbarie, une vitalité primitive qui permet l'écriture vraie, le geste pur, la poésie. Mais qu'est-ce que c'est la poésie ? C'est un art d'évoquer et de suggérer les sensations, les impressions, les émotions les plus vives par l'union intense des sons, des rythmes, des harmonies. Comme le rappelait Kateb Yassine, il ne s'agit pas de se gaver de connaissances académiques, mais bien de se laisser porter par ce qui circule dans le corps, ce qui est matière poétique et peut-être chair poétique. Quand j'entends rester barbare, j'entends résister en un état intime de barbarie. Un état sauvage, un état de résistance, un état brut, un état de latence où tout ne serait pas prescrit, où tout ne serait pas proscrit. Dans cet état de sauvagitude, je pourrais inventer une langue plus adaptée à moi, à ma large diversité,
à mon amazérité, à mon état de vivant proche de l'animal indomptable, souvent, et proche du sacré, parfois. Zeynep Hamzy, où mon amour sera Houb, fait de l'amour un territoire bilingue, où le français côtoie l'arabe, où les mots se cherchent d'une langue à l'autre pour dire ce qui ne peut se dire autrement. Mon cœur est en Houb, écrit-elle, et ce mélange devient acte de résistance, une puissance créatrice qui refuse l'assignation à une seule langue. Aurélien Denis, lui, embarque dans son train nuit pour un voyage où les protocoles sautent, où l'humain retrouve sa part animale. Nous sommes tous des voyageurs de ce train, nous dit-il. Ce train qui traverse les identités, les genres, les certitudes, nous rappelant que nous sommes d'abord des êtres vivants, avant d'être des cases à remplir. Ces temps obscurs nous obligent. À quoi nous obligent-ils ? C'est une question autant poétique que politique. Ils nous obligent à chercher la lumière, nous obligent à nous rappeler tous les jours que nous sommes vivants, vivantes, nous obligent à faire ce que l'on peut pour maintenir la flamme vive. Ce soir, 8 voix émergentes se joindront à nous. Manu Ménil, Ben Berben pour les mots de Samia Nasri, Alicia Arbid, Amandine Gillin, Olivier Gbezera, Onoura Aydin, Hajar Chadlaoui, Anaïs Souada. 8 textes qui nous réunissent sur cette idée que l'ensauvagement est libérateur. Qu'il y a de la liberté à pouvoir dire sa différence, que cette différence est créatrice. Nous avons ouvert notre soirée avec Injongue et sa performance sur la peau. Nous la retrouverons après l'entracte. Nous devons rester vivants. Bonsoir et bienvenue à cette première chaire poétique de la saison 2. Avant de poursuivre, j'aimerais demander qui est là pour la première fois ce soir. Trop bien. Je remercie Donald Georges et toute l'équipe de la Maison de la Francité pour leur accueil. Je vous remercie, vous, public fidèle qui revenez, vous, nouveaux arrivants, pour la peine, qui osez pousser cette porte ce soir. Je remercie les précédents invités qui sont présents, les prochains invités qui sont aussi dans la salle. Un remerciement particulier à Olivier Terroigne, devenu notre fidèle chef d'orchestre musical. Pour les nouveaux arrivants, vous devez savoir qu'il accompagne intuitivement la plupart de nos prestations ce soir, ce qui est assez exceptionnel. N'hésitez pas à aller voir son travail sur les plateformes. À mi-soirée, il y aura un entracte, un moment pour se ruer sur les livres. Et je dis bien se ruer, car les différents métiers du livre ont besoin que le public remplisse ses poches de livres, à commencer par les auteurices. Il n'est pas nécessaire de lire tous les livres. Vous avez encore votre pile à livres de cet été, mais c'est pas grave. Parce que l'avantage de la poésie, c'est que vous pouvez ouvrir les recueils à tout moment et les retrouver après, par la suite. Vous pouvez même relire un recueil 3 fois dans la même semaine. Nous accueillons Zeynep Hamdy, prix Grenade 2025 pour Où mon amour sera Houb, paru chez l'Arbre de Diane, et Aurélien Denis, prix Georges Lochem 2013, prix Geneviève Grand-Ry 2019, dont le dernier recueil Train Nuit est paru chez Abrapalabra. Je remercie également la librairie Maelstrom avec ses dignes représentantes ce soir, Caroline et Clémence. Que la fête commence. Une première petite question pour ceux qui vous connaissent peut-être pas.
de présenter un peu votre travail de poésie et le texte qu'on a choisi. Toi, tu en as fait paraître 2, Zeynep. Et en fait, Aurélien, j'aurais pu en choisir, je ne sais pas combien parmi le nombre de recueils parus, mais on a choisi Train Nuit. Est-ce que vous pouvez nous expliquer aussi, nous expliciter un peu le contexte dans lequel vous avez écrit ce recueil ? Donc effectivement, 2 recueils. Il y en a un qui commence à se faire vieux, le premier qui est sorti en 2017 aux éditions Tétralire, qui sont une maison d'édition liégeoise, et qui s'appelle Fils d'Arabe. Mais je crois qu'il est toujours d'actualité un peu. Et puis donc le second, Où mon amour sera Houb, tu posais la question du contexte de l'écriture. Donc effectivement, ce 2e recueil est sorti l'année dernière, en 2024. Donc il y a quand même pas mal d'années qui se sont écoulées entre les deux, avec des tentatives d'autres recueils mais où je ne trouvais pas le fil. Et puis il y a eu un moment où je me suis dit bon là je tâtonne, je vais me mettre au travail et je vais me mettre dans des conditions de travail ce qui n'est pas forcément facile puisque on est tous là à travailler et à manger, à payer son loyer. Et donc, j'ai commencé à écrire avec une volonté d'aller vers le corps comme territoire symbolique, et qui amenait aussi vers la question du territoire, de là où on vit, là d'où on vient. Et ce qui est agréable avec la thématique du corps, justement, c'est que on parle du corps, de la langue, et donc la langue devient aussi l'objet, le muscle, la langue parlée. Et donc, il y a de cette pelote, de cette idée-là, j'en ai sorti un fil qui a découlé sur la langue, les origines, qui étaient, vous vous en doutez, abordées abondamment dans Fils d'Arabe, mais ça ne suffisait pas. Et puis cette langue aussi que moi je dis que je ne tiens pas, qui est donc le dialecte tunisien, l'arabe, le derija. Et donc petit à petit, oui, il y a tout ça qui s'est un petit peu filé dans des conditions de travail où il y a eu un été assez précis, l'été 2021-2022. En tout cas, c'était post-Covid. Où je me levais assez tôt. Donc j'étais en vacances. Pour l'anecdote un peu drôle, on est allé faire la fête dans une maison d'un ami. Et donc j'étais la seule relou à me lever à 8 heures du matin pour écrire très consciencieusement pendant que les autres se remettaient de leur cuite le jour avant. Et donc ça a été, oui, des moments d'écriture vraiment très consciencieux. Et donc on est sorti ce recueil. Eh bien, bonsoir à toutes et tous. Je suis ravi d'être parmi vous ce soir. Merci Elia pour l'introduction. Donc Train Nuit est le dernier. J'allais dire non, en fait, c'est pas le dernier recueil paru. Il y en a un qui est sorti là en septembre, juste maintenant. Mais c'est un recueil qui est sorti aux récentes éditions Abrapalabra, anciennement Arbra Parole. Et ils ont renouvelé un peu leur nom, etc. récemment. Et c'est paru dans la collection If que dirige Antoine Waters. Et ce texte-là est né au départ d'un premier texte qui avait été dit à la Maison Poème pour la première nuit de la poésie. Vous savez, Laurence Vielle et Adèle Moll co-organisaient, chapeautaient une soirée, une nuit de la poésie. Enfin, c'était pas tout à fait une nuit complète, mais invitaient des poétesses et des poètes à prendre la parole. Et j'avais eu envie ce soir-là d'écrire un texte qui mettait en scène la parole d'un narrateur, une narratrice, narratrice, qui, du fond d'un train, nommé Train Nuit, adressait un message à travers les haut-parleurs de ce fameux train. Donc commençait en disant, voilà, disons que je suis fou, que mon demi-courage me pousse à prendre le combiné d'un très vieux téléphone qui pendouille près des portes 32 et de t'adresser ces mots dans le petit haut-parleur au-dessus de ta tête. Et l'idée, c'était de dire, voilà, comme on était à la radio, j'avais envie de me dire, tiens, les gens, a priori, qui nous écoutent, parce que c'était sur Musique 3, entendront comme un message qu'on pourrait entendre dans un train, le train nuit qui traverse l'époque. Et c'était une première façon, maladroitement, de nous situer dans ce train qui est évidemment l'analogie d'un peu de notre monde, et par le truchement d'un narrateur, narratrice, d'essayer de poser un regard sur l'époque,
avec voilà, les affres. On aura l'occasion sans doute d'y revenir au cours de cet entretien-là. Et donc, c'est Laurence Viel. Alors, je vais sans doute beaucoup parler de camarades en poésie, parce qu'on ne se fait pas tout seul. Et il y a beaucoup de personnes qui m'ont accompagné sur ce chemin-là. Et Laurence Viel, ce soir-là, en écoutant ce texte, m'a dit, mais Aurélien, il y a quelque chose à tirer, il y a un fil, il y a quelque chose là qui pourrait faire récit. Et donc, Train Nuit est vraiment la première occurrence dans mon travail, plutôt dans récit poétique, puisque là, c'est pas un ensemble de poèmes. Je pense peut-être que quelque part dans la construction de nos deux recueils, il y a quelque chose, si c'est pas un récit, en tout cas, il y a une charpente dans ton texte aussi, j'ai l'impression. Et ici, c'est vraiment la première fois, en tout cas, que je m'essayais à vraiment un récit poétique. Voilà. Aussi, quand je choisissais la thématique de ce soir, Rester barbare, de Louisa Yousfi, je me disais justement que dans les textes de nos deux invités, il y avait cette aptitude à habiter les marges, donc à rester en marge et à vraiment s'y installer quelque part comme une façon de résister, de façon tout à fait différente, avec évidemment un vécu tout à fait différent. Pour toi, par exemple, Zeynep, je voyais ça avec cette aptitude à métisser les deux langues. Comment c'est pour toi, en fait, d'avoir écrit avec une langue que tu ne connaissais pas forcément, mais comme tu le disais tout à l'heure en parlant de territoire, de te dire, mais en fait, c'est la façon dont j'ai envie de déclarer ma poésie? Je ne maîtrise effectivement pas cette langue et tous les mots d'arabe de Derija qui viennent dans le recueil, ce sont les seuls que je connais. Donc en fait, j'ai rassemblé le vocabulaire que j'avais de ça. C'est pour ça qu'il y a des mots de fruits dedans. C'est pour ça aussi qu'il y a des mots d'amour. J'aurais pu mettre des mots de colère ou d'insulte, mais ça ne s'est pas prêté. Et donc, j'ai fait avec mon petit paquet de mots. Et ils viennent scander en fait le texte comme non seulement des souvenirs, mais aussi une autre façon de dire les choses, parce qu'effectivement, et je pense que peu importe les origines qu'on a, quand on a des parents qui nous parlent dans leur langue maternelle, ça arrive même à des amis qui sont flamands d'un de leurs parents, le mot d'amour ou de colère a plus de poids. On a l'impression que c'est beaucoup plus vivant, beaucoup plus fort. J'aime faire l'analogie aussi avec l'anglais et je pense que quand on est francophone, dire I love you à quelqu'un ça n'a pas la même teneur qu'un je t'aime. Et donc sur cette question, j'ai l'impression d'avoir perdu un peu le fil, mais d'habiter les marges, oui, d'aller chercher un peu ailleurs, mais avec ce que j'avais. Et parce que c'était nécessaire aussi de parler de choses que je connaissais, parce que je pense que c'est en parlant du plus petit de soi qu'on touche les autres aussi. Donc oui, c'est uniquement les mots que je maîtrise. Bon, j'aurais peut-être pu aller plus loin, mais j'ai fait avec. Oui, peut-être pas tout de suite celui qui avait été choisi, mais justement, si on reste dans ces histoires de mots, il y en a un qui correspond bien. Madame Chantal pointe du doigt un fruit imprimé. Qu'est-ce que c'est? Tu réponds, romaine. Madame Chantal fait les yeux ronds. Comment? Romaine. Elle en parlera à tes parents qui éclateront de rire. Grenade. Tu as appris les fruits exotiques dans leur langue originelle. Merci. Alors Aurélien, ce train, il est aussi en dehors des codes, hein. On ne sait pas très bien s'il y a un contrôleur qui arrive, qui vient pas. Il y a plein d'animaux qui se baladent. C'était comment pour toi de voyager dans ce train et de le rendre un peu hors norme en fait? Alors, très anecdotiquement parlant, je n'ai pas de permis et pas de voiture. Donc, je suis tout le temps dans les trains. Manu également, je vois que tu...
Et donc le train est un petit peu mon lieu de travail, mon lieu de... j'adore les trains, quoi. Je trouve ça génial. Tu vois toujours des... Et il se trouve, je raconte ça souvent, mais c'est vrai, et je n'ai rien contre... Enfin, vous allez voir, j'avance, mais je prends le train, et dans un wagon, je croise une personne, visiblement un monsieur très encravaté, qui ressemblait, à s'y méprendre, à une grenouille. Littéralement une grenouille. C'était vraiment une grenouille, cette personnage. Il y a des gens comme ça, on les regarde, on se dit, oh, c'est marrant, ils font penser à une grenouille ou à une chouette ou à un truc. Et c'est vrai, hein. Voilà, des souris, voilà. Et là, c'était une grenouille. Et donc, en rentrant, je me dis, tiens, c'est marrant, j'ai croisé une grenouille dans le train. Et donc, je sais pas, c'est comme ça qu'en tout cas, le train est vraiment un univers qui ouvre les portes d'un imaginaire très vaste et fantaisiste. Et donc, une fois que Laurence m'a dit, mais tiens, poursuis un peu le texte, c'est comme ça qu'en tout cas, il s'est ouvert à une sorte de dimension un peu fantasque et un peu fantaisiste qui... je dirais ça. Après, je voulais quand même vous dire un peu la ligne de crête sur laquelle je me sens en ce moment, sur la thématique particulière. Quand même, on est sur l'intitulé Rester barbare, la question des marges, etc. Et je me dis, tiens, voilà, typiquement, peut-être un endroit où, personnellement, dans mon petit trajet modeste de poète, la question s'est posée de savoir d'où on parle, quoi. De se dire, bah tiens, me voilà ici devant vous, quand même... homme blanc, voilà. Non, mais c'est vrai, enfin, issu d'un milieu plutôt classe moyenne, quoi. Voilà, je suis travailleur des arts, donc c'est pas non plus mirobolant, mais je veux dire, enfin voilà, dans ces cas-ci, l'intitulé nous invite à réfléchir quand même un peu d'où on parle, je trouve. Et Train Nuit a essayé de répondre à une période de ma vie où, en tant qu'observateur et que poète observateur, quand j'avais 22-23 ans, il m'arrivait de parler sur des thématiques sociales. Genre, d'ailleurs, on s'est associé, Olivier Terroigne et moi, à un certain moment, pour vendre des recueils et toi des CD à ce moment-là pour 2,50 €. Je me souviens que c'était pour la plateforme citoyenne d'aide aux personnes réfugiées. Mais à relire un peu ces choses-là, je me dis, tiens, c'était très particulier de se tenir comme ça, très à l'écart, et de parler d'eux. J'avais fait ça un peu aussi pour les Gilets jaunes à un certain moment, en me disant que c'était une période de l'histoire quand même incroyable et que, en tant que poète, c'était important de témoigner de ça. Mais je me suis dit, au vu de ce qui se disait actuellement, politiquement, que c'était une place un peu particulière. Et donc avec Train Nuit, j'ai essayé de trouver une place par le truchement de la fiction, en fait, et par le train qui évoque le Train Nuit, qui évoque l'époque, qui évoque les désastres, de le faire à un endroit où je me dis, tiens, la fiction m'aide un peu à habiter le monde et de me trouver une place qui me semble plus juste pour l'aborder. Que de se parler en jeu, même si ce jeu est toujours un peu fictionnel, mais voilà, je dirais ça, j'avais besoin de vous dire ça ce soir. Ça va un peu mieux, mais voilà. Un extrait ? C'est ça que tu dis ? Oui. Ah oui. Alors, Olivier, je suis pas du tout sur ce qu'on s'est dit, mais tu fais ce que tu veux. Hein, Alors, il y en a un texte qui normalement évoque cette chose. Si je le retrouve... Désolé, j'ai pas mis de petits signets comme toi. Pour vous dire, c'est même pas mon recueil, c'est celui d'un ami qui l'avait dans sa bibliothèque et je lui ai piqué. Voilà. Parfois aussi, je me dis, tiens, où sont passés les trotskistes ? C'est idiot comme pensée, mais je me dis, ça merde, où sont passés les trotskistes ? Peut-être le Train Nuit les aura tous bouffés. Peut-être n'en reste-t-il aucune. Peut-être l'aube, mon affaire d'éclat, jamais ne parviendra aux oreilles d'un trotskiste ou d'une trotskiste. Je dis trotskiste, mais d'un ou d'une communiste non plus, d'un ou d'une socialiste m'en fous, mais d'un ou d'une communiste, ou d'un ou d'une anticapitaliste, ou d'un ou d'une éco-terroriste. Non, rien, pas un mot de mes mots ne parviendra à l'oreille d'un ou une trotskiste. Et en réalité, peut-être que si l'aube, l'éclat, devait par les mots parvenir à l'oreille d'un ou d'une trotskiste, peut-être dirait-il à quoi bon me l'écrire ? Prends le feu de l'éclat, saisis-toi donc de l'aube, et fous le feu, copain, au Train Nuit sur le champ. Et elle aurait raison. Pourquoi écrire le feu quand on pourrait le foutre ? En finir avec la nuit totale et le Train Nuit au dehors. Est-on de gauche quand on écrit dans le Train Nuit ? Est-on de gauche quand on s'identifie à un personnage de Beckett ? Est-on de gauche quand on écrit dans le Train Nuit ? Je rêve, c'est vrai, d'un ou d'une trotskiste sur ma route parfois.
Merci. Nous allons laisser la place à notre premier groupe de la scène émergente. Alors, pour ceux qui sont nouveaux et en effet qui n'étaient pas là aux précédentes éditions, donc, par déduction, je vous encourage à envoyer toutes vos belles vibrations, parce qu'il y a des personnes qui lisent pour la première fois ce soir sur scène, qui ont vraiment envie de votre soutien. Alors, je vais appeler Manu Ménil, Ben Berben, qui va lire le texte de Samia Nasri, parce que ça aussi c'est possible. Vous m'envoyez des textes et vous me dites moi j'ai pas envie de lire, est-ce que quelqu'un peut lire? Et en fait ça se passe aussi. Donc mon ami Ben va lire le texte de Samia Nasri. Alicia Arbide et Amandine Gillin. Je vous emmène en balade. Croquer l'a défiguré et dessiner les traits d'un visage invisible. Celui qui se cache sous une multitude de masques, tu sais. Petite déjà, ils avaient oublié de lui raconter ce qui donne de la consistance, une sorte d'équilibre entre la légèreté de l'être et l'attraction profondément terrestre. Elle a bien poussé malgré tout ça, oui, avec des tuteurs robustes et des moments de tendresse. Son regard est clair, mais au milieu se devine le sillon du doute, écorché par toute une constellation de questions. Sur son livre aussi, il est écrit « Mais quel est donc cet oiseau ?» Elle l'apprendra bien plus tard et décide de prendre le chemin de l'errance. Il est peuplé d'herbes folles. Certaines rassurent de leur parfum poudré, d'autres impressionnent en faisant claquer leur iris fauve. Un premier voile s'envole lorsqu'elle se penche pour ramasser un caillou difforme. Dans sa poche, c'est tout un trésor qu'elle emporte. Serait-ce l'ultime puzzle de son monde en fragmentation ? Quelques pas plus loin, elle entend l'eau qui cogne la roche et dévale intensément après l'obstacle. Tout autour, la vie s'agite d'une énergie inconnue. Le flux libère peut-être la souffrance de quelques gorges opprimées. Et de cette vérité nue s'élève un nouveau langage. Celui des frênes en fleurs qui bordent les avenues des grandes villes. Tout doucement, elle traverse l'eau et dépose un peu d'or entre ses lignes. Quelques brindilles, les cheveux de la terre, mais son cœur, lui, il est toujours un peu trop à l'étroit. Sur sa gauche, elle voit une fleur sauvage et en cherche le nom. Ses guides lui ont insufflé ce goût de la rencontre pleine et temporellement spacieuse. Des fleurs blanches vaporeuses et enivrantes, de petits fruits blancs en spirale, c'est la reine des prés. 3 houppes viennent se loger dans sa poche avec les pierres déjà cueillies. Le puzzle avance au rythme de ses petites cuisses de grenouille. Et puis finalement, ôter le dernier masque et croquer la figue, comme pour ravaler le soleil et devenir l'incandescence en mouvement. Sommes-nous à craindre si nous rayonnons autrement ? De ce fruit à la pulpe rose jaillit l'exubérance, celle qui ne se manipule plus que par choix. Le livre est toujours là, sur le meuble à partition. Elle l'ouvre et nous donne l'heure, suivant le chant des plus sensibles aux premières lueurs. Dans ce décor fragile, elle se laisse lire à son tour par une enfant, comme si ce petit être de 2 ans avait reconnu dans son visage de femme celle qui, 40 ans plus tôt, portait la même couleur. Leur conversation sans mots est douce à observer, un imaginaire expansé. Bien sûr, il lui arrive encore de se déguiser, oui, mais seulement d'apparat olfactif désormais. Texte de Samia Nasri. Des traces de barbarie. Le fruit semble exotique. Intrigue. Pour savourer son essence, il faut oser s'y frotter, s'y piquer. Prenez garde. Il y a cette peur du mot, cette hantise de la mise à plat sur une page blanche pourtant déjà bien souillée. Il y a, semblerait-il aussi, la peur de trahir les siens, la crainte de se méprendre et de s'y perdre tout à la fois. Il y a
a en son sein, en son centre, en son ventre brûlant, l'intuition de la lame incisive. Celle-là même qui tombe, tel un ultime couperet. Il y a la sensation de porter tous les siens sur ses épaules et la peur viscérale de les décevoir, de ne pas bien les dire, de trop les dévoiler. Il y a la bêtise surjouée pour que l'éclat qui est le nôtre n'éblouisse pas trop l'ego qui est le leur. Il y a la bêtise surjouée pour que l'éclat qui est le nôtre n'éblouisse pas trop l'ego qui en réalité est le leur. Bonsoir. Oui. Je suis en colère. Je ne dors pas. Je pense à eux, aux autres là-bas. Je suis ici, coincée dans mon lit, à planquer l'occidental en moi. Ce qui se passe au Liban, ce que vivent mes proches, les autres ne savent pas. Les autres ne voient pas. Les autres ne s'y intéressent pas. Et moi, dans tout ça, je ne dors pas. Je tente de me convaincre que je suis normale. J'ai besoin de me dire que je suis comme les autres. J'aime me dire que, comme d'autres, je fais des vœux quand il est 16h16, que je croque d'abord le bord en chocolat des Daily Choc avant de manger le biscuit, que je termine une bouteille en mentionnant le bébé dans l'année, ou que je perds mon temps, moi aussi, sur des séries. Être normal, comme les autres. Parce que pendant mon enfance, je ne me suis pas sentie normale. Parce que pendant toute mon adolescence, on m'a ramenée à mes différences. Celle d'avoir un père libanais qui travaille en Roumanie, celle d'être née en Afrique, tout en ayant une mère belge, celle de vivre au 10e étage d'un logement social à la façade rouge, vif, comme la honte, celle d'avoir des petits pieds et des petites mains. Je suis en colère, je danse et je bois, je pense à eux, aux autres hommes qui me plaisent, mais qui ne rentrent pas en moi. Je suis ici, coincée, avec mon désir, dans cette boîte de nuit, à planquer l'oriental en moi. Des moments vécus pleinement avec mon mari, les autres ne savent pas. Cette alliance à mon doigt, les autres ne la voient pas. Ces autres femmes que je pourrais être dans d'autres bras, ils ne s'y intéressent pas. Et moi, dans tout ça, je danse et je bois. Toi, tu me regardes danser. Comme ça, le sourire rempli de dents, la poitrine et le cœur qui débordent. Tu ne t'y attendais pas, n'est-ce pas? Ça te perturbe. Ça remue chez toi quelque chose de chimique, bien sûr, mais aussi quelque chose d'idéologique. Ça vient secouer tes convictions, jusqu'ici stéréotypées. Tu as envie de moi, je le sais. Tu chasses l'idée. Tu détournes le regard, mais ton corps tremble à regarder le mien. Mon visage te saisit au cœur. Tu rêves de venir danser près de moi, de te coller à ma peau mate et dorée. Parfois, tu cherches à reprendre le contrôle en te disant que je suis qu'un fantasme exotique. Une femme trop à l'aise avec son corps, qu'il faudrait juste me baiser pour calmer cette part indomptable en moi. Mais tu le sais qu'il s'agit bien plus que de me soulever et de me prendre par derrière. Tu le sais au fond de toi que tu veux plus. Que c'est un vertige qui t'attend, qui nous attend. Ça te fait peur, ce vertige. Tu devineras mes fragilités, mais surtout, tu devras avouer les tiennes. Toi qui as toujours voulu rester impeccable devant les autres, celui qui gère, l'homme sans faille. Je suis en colère. Je ne m'amuse pas. Je pense à l'indifférence et au privilège.
Je suis ici, coincée dans cette salle de bowling avec des amis, à planquer mon ennui. Mon besoin d'être appréciée par tout le monde, les autres ne le savent pas. Ma faculté plasticine à m'adapter selon les groupes de gens, les autres ne la voient pas. Mes questions identitaires, les autres ne s'y intéressent pas. Et moi, dans tout ça, je ne m'amuse pas. J'ai beau lancer la boule de bowling, je n'arrive qu'à faire tomber les quilles du milieu. C'est l'anniversaire de Nico et je me demande ce que je fous là. Il y a un moment où tu ne te reconnais plus. Tu reconnais plus tes potes. Ou c'est peut-être parce que tu les connais trop bien, justement. Les conversations vont trop vite. Un brouhaha. Ils ont vieilli. Ils se répètent. Ils font encore et toujours les mêmes blagues. Même leur voix t'agace. Il y a un moment où tu te regardes et tu ne te reconnais plus. Enfin, tu vois l'autre qui est en toi. Celle que tu avais enfouie et qui ressurgit. Oise. Lancer cette fichue boule et tout renverser. Trike. Ne prendre que le nécessaire et tout quitter sans regarder en arrière. Je suis en colère. Je nage des dizaines de longueurs sans m'arrêter. Je pense enfin à rien. Je suis ici coincée dans le bruit d'une piscine communale, à planquer mes cheveux dans un bonnet en plastique. Ce chlore qui me brûle de l'intérieur, les autres ne savent pas. Ces cernes sous mes yeux, les autres ne les voient pas. Ce qui se vide dans ma tête, les autres ne s'y intéressent pas. Et moi, dans tout ça, je nage. Je nage pour ne ressentir que les muscles sous ma peau, pour cette sensation de liberté et de légèreté. Un peu comme toutes ces filles qui ne veulent pas ou qui n'osent pas mettre leur tête dans l'eau, de peur de mouiller leurs cheveux, ou parce qu'on leur a dit de ne pas faire de vagues. Je voudrais qu'on me rappelle à quel point c'est bon de se mouiller la tête et de s'en foutre du monde. Je suis en colère. Je ne pleure pas. Je pense aux milliers de morts au Liban et en Palestine. Je suis ici, devant vous, coincée dans mes émotions, à planquer mon indignation et mes larmes. Ce n'est pas ma tante, ni mes cousines, mais les autres qui sont ensevelis. C'est l'appartement juste à côté qui a été touché et qui est tombé en miettes sous leurs pieds. Ce qui cloche dans ce monde, les autres le savent bien. La petitesse de l'humanité, les autres la voient bien. L'actualité, sa médiocrité, les autres s'y intéressent. Et moi, dans tout ça, je ne pleure pas. Je tente de me convaincre que je suis normale. Je suis comme toi. Ouais, comme toi. Impuissante à me planquer derrière les autres. Merci. Bonsoir. Tu veux savoir mon nom. Tu veux savoir mon âge. Tu veux savoir ma nationalité, ma ville de naissance. Tu veux savoir quel est mon métier, quel est mon statut, dans quelle case je rentre. Dans quelle case je rentre. T'aimes pas ça, le désordre. Tu veux pas que ça traîne. Chaque chose a sa place, c'est une place pour chaque chose. Alors tu me scannes, alors tu m'examines, alors tu me radares. Et ça te rassure. Ça te rassure ma peau blanche, mes cheveux clairs, mes yeux verts. Ça te rassure ma langue française maîtrisée sans accent. Ça te rassure. Ça te rassure ma taille moyenne, mon 85B, mon jean 36, mon apparence lissée, ça te rassure. Ça te rassure ma féminité assumée, mon genre sans ambiguïté, mon côté hétéronormé. Ça te rassure. Ça te rassure de pouvoir facilement me classer, me numéroter, m'étiqueter, hop, dans le bocal à confiture et surtout bien fermer le bocal, surtout bien fermé, bien cloisonné, bien séparé, hermétique le bocal. Faut pas que ça se mélange. Une place pour chaque chose et chaque chose à sa place. Ça te rassure de nous classer, de nous organiser, de bien nous ranger.
Par ordre de taille, par dégradé de peau, par poids d'or sur ta balance. Ça te rassure, toutes ces belles petites boîtes bien ordonnées sur ton étagère de l'humanité. Et tu sais comment bien les disposer, tes petits bocaux étiquetés? Ben oui, parce qu'il faut que ce soit joli aussi. Alors, les beaux, les jeunes, les maigres, les in, les riches, les lisses, devant. Et les autres? Mais qu'est-ce qu'on s'en fout des autres, non? Mais qu'est-ce que tu sais de moi? Des voyelles et des consonnes imprimées noir sur blanc. Des fringues, une silhouette, des contours apparents. Du vent. Du vent. Du vent dans les branches de jasmin, dans les cheveux des enfants. Du vent sous les plumes des oiseaux, dans les voiles des bateaux. Du vent. Du vent qui porte les prières là-haut jusqu'au ciel, les paroles des mourants. Du vent. Du vent qui souffle les bougies, qui étend les brasiers. Du vent. Du vent qui passe sous les portes, entre les doigts, sous les paupières et les armures. Du vent. Alors oui, tu veux savoir mon nom, tu veux savoir mon âge, tu veux savoir ma nationalité, ma ville de naissance, tu veux savoir quel est mon métier, quel est mon statut, dans quelle case je rentre. Dans quelle case je rentre, mais je te dirai pas ça. Non. Je te dirai pas ça. Je te dirai la couleur de mes rêves, la musique de mon âme. Je t'expliquerai mes peurs, mes démons et tous ces serpents dans mon ventre. Je te raconterai les rires, les cris, la chaleur et les danses. Je te parlerai des mains que je tiens, et puis des bras qui me serrent. Je te décrirai la fraîcheur des matins, la peau d'un nouveau-né, l'odeur des dimanches. Je te crierai mes combats, mes poings indignés, mes révoltes indociles. Je te murmurerai tout ce qui me fait vivre et tout ce que je respire à m'en faire exploser le cœur. Et puis, je te dessinerai leur visage là, dans un coin du ciel, et tu verras. Les nuages s'ouvriront, juste là. Je te chanterai un passage de ma chanson préférée. Et puis je t'écrirai un poème, tiens, je t'écrirai un poème. Et je te lirai aussi quelques lignes d'un livre que j'aime. Moi, je te dirai tout ça. Et tu n'entendras rien. Tu entendras du vent. Du vent qui passe sous les portes, entre les doigts, sous les paupières et les armures. Du vent. Mais du vent qui n'entre pas dans tes tiroirs, tes bocaux et tes cases. Du vent. Du vent. Du vent. C'en est trop. C'en est trop, le masque brûle, il brûle. Sans flamme, à couvert, il brûle avec le sous-masque et ceux du dessous. Ces farces de plaisance, ces sourires étrangers qui articulent mes muscles, les muscles de mes lèvres nègres malgré moi. Mais qui m'a appris à faire ça? Le dispositif se consume, devient poudre et tombe en silence au sol. Au sol, débris, du vide, des rôles trop étroits pour nos corps si vivants. Aujourd'hui vibrent, et nous aussi. Devant des clowns ricanent, en surveillant la baie, chicotte dans la main, calculette dans l'autre. Il rit jaune, il rit légion, il rit minier ou plantation. Il distribue des plaies qui, elles aussi, jaunissent.
Ils enchaînent, cadenassent et montrent leurs dents. Clowns et accumulateurs, ils menacent si vrai que certains supplient. Serrez la laisse, oui, serrez plus fort, tenez-la extrêmement droite. Offrez-nous l'ordre, s'il vous plaît. La supplique mène à l'après. L'après mène à d'autres moments et d'autres survies. Enfin vient la nuit. La place s'élève. D'abord, une femme. Sa robe, un drapeau, son corps, une archive. Elle ouvre la bouche. Son chant fend l'hypocrisie et les labyrinthes. Et sous ce souffle, les tambours de l'intégrité. Les chiffres fondent en noms. Ces noms forgent une histoire et l'histoire exige réparation. La liste des offenses est interminable. Les morts se lient en bataillons. Ancêtres, enfants, ensauvagés, ensemble, ils peuplent notre musique, nourrissent la fête. Des corps en tout genre tournent, s'affectent, s'augmentent. La ville est prise. Ou le saura à terme. Nos carnavals naissent, tordent le réel, sèment, et ce qui est planté restera. Le lendemain, une tantine en sueur arrache la parole. Elle hurle sur les prix, les matraques, les fûts empoisonnés. Un homme l'entend, lève le poing. Il appelle honneur, héritage, union. Ses bracelets bling, brillent. Son métal l'accuse. Gang, bang, tâche, crime. En redescendant son bras, il recule nos futurs. Rassurés, les clowns se remaquillent. Mais la fraction a muté. Notre carnaval reviendra. D'autres nuits se représentent. Des longues, des fourbes, des courtes. Certaines avec des progrès minuscules, jusqu'à celle qui respire autrement, qui dissout nos parenthèses, des braves, des barbares, des sacrifiés sans classe danse, imposant leur tumulte. Hors des cases, des rires neufs, frais, limpides, leur gorge chavire, des bras lavés se délient. Ouais, le pouvoir cède aux îles qui se répondent. Ce carnaval inéluctable, et de sa grâce, le monde recommence. Depuis des millénaires, des femmes dansent avec le loup, en ronde, en priant au sabbat qu'il ne les dévore pas. Ma grand-mère vit sa mère jouer au chat et à la souris autour de la table en évitant l'homme au couteau. Elle dansait avec le loup. Sabbat, entends-tu ? Ma mère vit sa mère en larmes et en crise après une énième colère de son époux. Elle dansait avec le loup.
Saba, m'entends-tu? J'ai vu ma mère faire bouclier de son corps pour m'éviter les griffes du loup. Elle dansait avec lui. Saba, m'entends-tu? Moi, je veux être lionne et rencontrer un totem semblable. Car la nature m'a appris que ce sont elles qui vous bouffent le cou. Et les lions dévorent les loups. Saba, bienvenue. Vous savez, mes parents ont pris un risque en me nommant Zeynep. Et moi, je prendrai ce risque en me nommant mes enfants. Et je veux que mes enfants prennent ce risque en nommant leurs enfants, mes petits-enfants, qui prendront ce risque en nommant leurs enfants, et en nommant leurs enfants, et en nommant leurs enfants. Et s'ils s'éloignent du risque, le temps d'une génération, que la suivante soit rappelée à l'ordre. Oui, prendre le risque. Le risque, tel un majeur levé. Un doigt d'honneur indélébile dans des gènes et un sang dilué. J'aime beaucoup cet extrait-là, qui me rappelle effectivement que parfois on est dans des assignations et que l'idée même de s'en extraire fait partie aussi de certains de nos vécus. En lisant ton texte, Zeynep, je me disais, tiens, je ressens aussi cette inspiration des théories féministes décoloniales. Est-ce que, en dehors de la poésie, il y a des textes qui t'inspirent chez certaines contemporaines ou non contemporaines? Contemporaine, oui. Moi, j'ai vécu ce que j'appellerais mon adolescence décoloniale il y a à peu près 10 ans, 25-26 ans. C'était assez intéressant à vivre. J'ai fait une école d'art à Bruxelles qui s'appelle la Cambre. Et pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est une école éminemment bourgeoise, éminemment blanche. J'ai côtoyé des gens de classe sociale bien plus élevés que la mienne. Je pense que si je n'avais pas fait cette école-là, ces gens, je n'aurais jamais pu les rencontrer. Et donc, il y a eu à un moment donné un clash, un questionnement de se dire, bordel, moi j'étais dans mon petit Liège tranquille avec tous les gens qui étaient très multiculturels comme moi, on était tous très contents, enfin, il n'y avait pas de questionnement. Et en arrivant là, ça y est, je suis devenue arabe. Et donc, les années passant, notamment pour mon année de diplôme, j'ai travaillé sur cette question-là. Ça a été assez difficile. Et le malheureux calendrier a fait que quelques mois après mon année de diplôme, nous avons eu les premiers attentats à Bruxelles. Donc il y avait énormément de résonances hasardeuses, certes, mais sur la question de l'identité. Et donc à ce moment-là, je suis rentrée dans de nombreuses lectures, notamment sociologiques, parce que la sociologie, c'est formidable et ça aide quand même à comprendre vachement de trucs. Et j'ai notamment, je viens d'en parler juste ici maintenant, lu un essai d'une sociologue qui est dans le milieu depuis très longtemps, qui s'appelle Nassira Ghenif-Souleimas, et qui avait écrit à l'époque, alors vous pouvez retrouver son texte, mais c'est écrit en corwite dans un petit livre de poche très difficile à avoir. En plus de ça, c'est une thèse de doctorat, donc c'est très joyeux à lire le soir avant de s'endormir. Son texte s'appelle Des beurettes. Et donc, elle a fait toute une étude sur les jeunes femmes d'origine maghrébine et elle parle d'identité non essentialisée, etc.
Et donc, ma question décoloniale, et donc mon féminisme décolonial, a commencé d'abord en lisant des choses non féministes a priori, je dis bien a priori, et puis qui se sont prolongées dans d'autres textes. Ça a été presque de l'ordre de la boulimie, comme ça, de fouiller les bibliothèques, Internet, lire à peu près tout ce que je pouvais lire sur la question, d'où le fait de parler d'une forme d'adolescence, de crise d'adolescence décoloniale à ce moment-là. Et donc on passe comme ça à des périodes de colère, et puis on est en colère comme tout le monde, et puis on n'en peut plus, et puis ça se calme, et puis on se sent bien, là on apprend un peu plus de maturité. Et bon, il y a le livre effectivement de Louisa Yousfi qui est sorti, moi j'avais déjà terminé le recueil à ce moment-là, et donc quand je l'ai lu, je dis, ben tiens, c'est comme on se le disait tout à l'heure, elle dit tout haut ce qu'on pensait tout bas. Donc oui, si je dois penser à quelqu'un, je repenserai à Nassira Ghani Soulaymas, qui est un peu la pionnière sur ce sujet-là. Et même si on n'est pas sur un texte de poésie, l'apprentissage que j'en ai eu a été assez fort. Oui, je voudrais bien lire d'ailleurs un extrait de Louisa Yousfi, Restez barbare, Nedjma Kassimi avec Sensible. Parce que je voudrais parler de l'inaudibilité. Généalogie de l'inaudibilité. Élevés dans la peur, les jeunes gens devaient se tenir à carreau. C'était le leitmotiv des parents inquiets qui savaient, eux, que leur origine étrangère valait pour accident mortel. Les enfants obéirent alors à l'injonction parentale de ne pas se faire remarquer. C'est à l'aune de cette exigence d'exemplarité qu'il faudra mesurer plus tard l'indignation des générations suivantes, frappées en pleine tête par l'inutilité des efforts louables de leurs parents et grands-parents. Arabes ils étaient, arabes ils resteraient. Quelle que fût leur résignation à l'hostilité ambiante, petits enfants d'immigrés et enfants de cette deuxième génération tenus au mutisme par la peur, les inaudibles d'aujourd'hui reçurent l'humiliation en héritage. Les inaudibles d'aujourd'hui reçurent l'humiliation en héritage. Et l'insubordination en perspective. Et s'ils élèvent leur voix, ils s'effondrent aussitôt aux oreilles sourdes qui s'en détournent. Un texte de Nedjma Kassimi, Sensible. Dans l'idée de s'extraire des assignations, Aurélien, je reconnaissais aussi dans ce genre qui n'est pas nommé dans ton texte et aussi l'écriture inclusive qu'il y a dans vos deux textes, une volonté aussi de renoncer à ça, en fait, renoncer aux assignations. Est-ce que c'est quelque chose qui, en général, on retrouve dans tes autres productions ? Alors d'abord sur la question de l'écriture inclusive, j'ai l'impression de me situer là autant que je peux dans un rapport encore qui est un rapport à la langue. C'est en fait finalement le territoire dans lequel je me sens le plus à l'aise, est-ce que peut-être de là où je peux parler le plus légitimement, en tout cas c'est l'endroit où je me sens le plus à l'aise. Je pensais, il y avait un essai récemment paru de Geoffroy de Laganerie, vous voyez ce jeune philosophe français très ami avec Édouard Louis, qui a récemment fait paraître un essai sur politique et art, quoi. Il relance un peu cette question en disant que finalement on est très très vite complice de l'État bourgeois ou de la bourgeoisie dans la production, quelle qu'elle soit, littéraire, culturelle de manière générale, parce qu'elle nous met en prise avec la bourgeoisie et un modèle dominant. Et donc il passe au crible comme ça toutes sortes de productions en disant mais finalement même la dimension esthétique, je sais pas, quelqu'un qui va travailler un texte en disant bah tiens moi je m'insubordonne dans la langue
et en cela je conteste le modèle dominant bourgeois, eh ben, Geoffroy de la Gannerie va dire ça reste en fait de l'esbrouf, puisqu'en réalité tu ne changes rien au monde tel qu'il se déploie, tel qu'il abîme, tel qu'il écorche, tel qu'il blesse, tel qu'il. Et j'ai beaucoup réfléchi à ça, parce que je me suis dit, tiens, c'est marrant, il parlait de Paul Celan, ce poète allemand du XXe siècle, qui, à un certain moment, se dit, je regarde, je parle sous couvert d'un philosophe, ici à ma droite, parce qu'Olivier Théroigne a plein de qualités. D'abord, il improvise musicalement extrêmement bien, il est aussi poète et philosophe de formation, donc vous voyez. Et Paul Celan, lui, avait une démarche qui était très esthétique. Il disait, en fait, l'allemand est la langue du bourreau, et je vais dans la langue mener ma lutte. C'est-à-dire, je vais essayer de me réapproprier cette langue poétiquement pour, en fait, contester le nazisme dans la façon dont j'utilise le langage. Alors Geoffroy de la Gannerie, dans cet essai-là, il balait ça un peu d'un revers de la main en disant « oui, enfin, ce n'est jamais qu'un combat esthétique ». Je ne suis pas de ce camp-là. Je pense sincèrement que c'est minime, mais qu'une prise de parole dans le monde, quelle qu'elle soit, en réalité, quand elle est prise avec une conscience aussi aiguë que celle de Paul Celan, qui a vécu le martyre dans sa chair, jusqu'à se suicider, parce qu'il se suicide, il se jette dans la Seine, je crois, un peu après l'après-guerre, je me dis, en fait, ces combats esthétiques, ils ne sont pas si anodin que ça. Moi, je me situe à cet endroit-là, de me dire comment, en étant poète, dans le monde et par le langage et dans la façon dont moi, j'occupe le langage, je peux me rendre au maximum allié de certaines luttes tout en ne les usurpant pas. Et c'est là où c'est compliqué sur, par exemple, la question qui nous occupe aujourd'hui. Je me dis, moi, l'endroit où je me sens le plus en occupant des marges ou en réfléchissant au langage, je le pense, par exemple, beaucoup plus de l'endroit du wallon, par exemple, de mes grands-parents, ou de se dire, tiens, comment, en fait, une langue dominante se déploie, fait disparaître une langue qu'est le wallon, avec une culture qui est totalement écrasée. Je pense à Julos Bocarne, qui en a été le chantre, mais Julos Bocarne s'est engagé par la langue, politiquement, extrêmement fort, au-delà de sa lutte politique. C'est à cet endroit-là que je me situe, et l'écriture inclusive, je me dis, c'est faire un effort, un pas du côté de celles qui vont dire en fait le langage bouge, le langage est politique, le langage en fait peut permettre de faire entendre une certaine vision du monde. Me rangeant de ce côté-là parce que je le crois, j'essaye de pratiquer la langue d'une certaine façon et pas d'une autre. Mais c'est très modeste, je veux dire, je pense aussi, je suis pas du camp de Jean-Pierre Siméon qui va titrer en essai en disant la poésie sauvera le monde. Mais je dis souvent que je pense qu'elle peut sauver peut-être une personne à la fois et à un endroit d'indemne à la fois. Et ça, je pense que c'est un peu le combat, très modestement, qu'on essaye de mener à beaucoup, et de façon très différente. Mais dans la langue, moi, c'est l'endroit que je me suis choisi avec ces armes qui sont celles-là, et en menant ce combat-là aussi dans les ateliers d'écriture, parce que je pense que c'est un endroit où finalement les poètes et les poétesses, en occupant le terrain, sont peut-être les plus actives et actifs en partageant leurs outils de création et en disant en fait, la plume, elle t'appartient. On parlait tout à l'heure, il y a Angélique qui est dans la salle, qui est une jeune adolescente qui disait la poésie, c'est quand même souvent chiant, me disait sa maman. Et donc sa maman me dit voilà. On lui demandera après si on a changé quelque chose, mais voilà. Donc sa maman me dit il faudrait peut-être essayer de changer cette optique-là, mais je pense qu'il y a qu'un conseil à donner, il faut écrire, il faut se mettre du côté de celles qui tiennent la plume. Sinon c'est vrai que parfois il y a un côté très académique, même nous qui on parle de rester barbare et je nous trouve très académique ce soir quand même. C'est très mais c'est très bien. Je veux dire, on réfléchit, c'est très bien, mais voilà. En gardant le micro. Voilà, j'y pense. Ah carrément. Ouais. Ah oui. À te lever si tu veux en gardant ton micro. Ah oui, c'est ça. Ça c'est important. Ah oui. Sinon, pour dire un texte. Olivier va pas être content. Ouais. Ah oui. C'est Olivier, c'est vous. Oui, voilà. C'est cet Olivier-là. Oui, c'est ça, parce qu'on m'a dit tout à l'heure, mais si c'est pas dans le micro, ça passe pas là, ça passe plus là. Ok. Je vais essayer de le dire vite celui-là en fait, parce que. Alors, j'ai écrit ça dans un festival de poésie où on nous demande 3 ou 4 fois par jour de dire des textes de poésie. Alors, comme il y avait des gens qui me faisaient le plaisir de revenir de lecture en lecture, je m'étais dit, ok, j'écris un texte inédit pour les gens qui reviennent, parce que sinon, je raconte tout le temps la même chose. Donc, j'ai essayé de. Donc voilà. Et alors, on me disait souvent, on disait comme ça, fatigue. Qui dirait comme ça quelquefois que c'est pas fatigue, quoi. On m'a demandé comme ça tout à l'heure, vous fatiguez pas un peu, dites. Vous fatiguez pas, dites, vous devez fatiguer, non? Ça fatigue quand même, ça, non? De passer comme ça la parole par la bouche, de mettre des mots comme ça tous les jours, là, sur la page, c'est inédit. C'est du boulot, non? Faut que vous trouviez, comment vous dites encore? L'aspiration, l'inspiration, c'est ça, l'aspiration, je sais plus très bien, mais enfin, faut trouver le temps, quoi. Faut déjà le temps, quoi. Et puis, en plus, faut prendre le temps. Puis bon, fait une chaleur, en plus, parce qu'on était à 7, c'était l'été, juillet, donc il faisait vraiment très chaud. Donc il disait, voilà, mais il fait chaud, en plus, non, il fait une chaleur, mais moi, je pourrais pas, comme ça, me taper en terrasse, comme ça, et prendre un ordi et
taper comme ça des mots au soleil. Je me dis déjà, mais non, mais voilà, ça doit être sacrément crevant. Mais bon, allez, après, c'est pas fini parce qu'une fois que vous l'avez fait, votre poème, vous dites encore un poème ou vous dites un texte, je sais plus. Enfin bref. Mais quand vous l'avez comme ça, après, il faut quand même ça, il faut le prendre comme ça avec soi, avec le corps sous le bras et l'emmener sur la place, l'emmener au milieu des gens comme ça, puis poser sur la langue, le poser par la voix, par le corps, oui, par le corps, c'est quelque chose quand même, ça, non? Vous posez comme ça, là, comme ça, ça doit quand même être sacrément. Puis en plus, plus vous parlez vite, plus vous devenez tout rouge, comme ça. Vous devenez tout rouge, c'est terrible, vous devenez tout rouge. Vous buvez un peu, parce que je suis sûr que vous buvez pas. Il fait chaud, faut boire un peu. Moi, je vous le dis, je suis sûr que vous buvez pas. Mais je l'ai vu, vous avez perdu votre gourde la dernière fois. Ben voilà, vous avez perdu votre gourde. Et puis alors, je vais vous dire un truc. En fait, votre souffle, comme ça, plus vous parlez, je vais le dire parce que moi, je vous entends depuis le début. Mais c'est un truc de dingue parce que votre souffle, comme ça, au bout d'un certain temps, ça s'éreinte, comme ça. Ça fatigue un peu, hein. Et alors, je dis, moi, je vous préférais au début. Voilà, au début, c'était mieux. C'était mieux au début. Là, ça s'éreinte, ça devient moins bien. Ben bon, là, c'est pas grave, hein, faites votre mieux comme ça, mais voilà, on sent que ça fatigue, quoi. Fatigue. Ah, fatigue. Quelquefois, ça fatigue. Alors, j'essaie de pas fléchir, de pas flancher, mais parfois, c'est fatigue, c'est vrai. Le cœur bat tout bas et on se dit dans un vertige, ce serait quelque chose quand même de mourir à 7 dans un festival de poésie. J'en ferais une tête, mes parents, j'en ferais une tête, mes amours, franchement, mais qu'est-ce qu'ils diraient? Je les vois déjà, quoi. Franchement, qu'est-ce qu'ils diraient si je mourais là comme ça à 7? Alors là, quelle connerie, toujours des conneries. Regardez donc ça où ça mène, la poésie, franchement. Mais en vérité, c'est pas l'usine. C'est pas la chaîne. C'est pas l'enfer d'un boulot qu'on subit, c'est pas de patron, pas de patronne, c'est pas se lever cœur lourd, tête basse, œil morne, c'est pas l'usine, c'est pas la chaîne. C'est pas non plus, je sais pas moi, l'hôpital. C'est pas les trains, les bus, les trams, c'est pas l'école, c'est pas le service public. Tu vois le service public? Promis, je ne recommence pas avec mes poèmes politiques parce qu'évidemment c'est politique un peu de dire putain les beaux métiers qu'on ruine, tous ces gens qu'on fatigue, tous ces gens qu'on presse, qu'on brime, qu'on laisse aux 4 vents des capitaux. Je les vois les profs, hein, dans les écoles tirer la langue. La classe à 30 mômes. Je dis les classes, quand je dis les classes, on voit souvent une pièce assez jolie comme ça avec une estrade, un tableau noir tout plein de couleurs au mur et puis des bancs espacés et du carrelage au sol. Moi je vois ça enfin dans ma petite tête de Belge, hein. Il y a ça ici, je sais pas, parce que j'étais en France, mais je sais pas, ici vous voyez une petite tête de Belge, moi je vois une estrade et des couleurs et une belle petite classe avec des couleurs et tout ça. Mais aujourd'hui une classe c'est une sorte de boîte. C'est un truc terrible en hiver, un truc dingue en plein été, c'est l'enfer ce truc, l'enfer. Je dis les profs, mais les infirmiers, les infirmières, bordel, vous le savez comme moi, on les presse. On avait dit un jour, le monde d'après aura ses héroïnes et ses héros, tout le monde se fout de notre gueule. Mon pote, il est conducteur de train, ça aussi c'est vrai ça. Mon pote, il est Xavier, il s'appelle Xavier Dorigno, il est conducteur de train. Eh ben, il manque de moyens là-bas, il me dit. On manque de moyens. On dit redéploiement, on dit plus d'offres, plus de services. Tout le monde le dit. Il faudrait réviser les machines. Il faudrait déjà des sous pour que l'offre là, celle d'aujourd'hui, de maintenant, elle soit à la hauteur de la demande. Qu'elle suive l'offre, qu'on n'accumule plus comme ça des retards sur des retards, sur des retards, sur des retards, sur des retards et encore sur des retards. Je pourrais faire ça longtemps parce qu'il y a un côté un peu vrai dans cette histoire et des retards et des retards et des retards. Mais franchement, il faut que je vous raconte aussi cette histoire. Les facteureuses, c'est tout pareil. Avant les facteurs, les factrices, elles s'arrêtaient chez les gens. Et elle buvait un coup, on jasait un peu autour d'une jatte de café. Une jatte, en wallon, c'est une tasse. On dit une jatte de café. On causait, il y avait des gens tout seuls, ces gens-là, les factrices, les facteurs, c'était tout comme de la famille. Eh ben, j'ai lu un article comme ça sur Instagram, intitulé « Un facteur écourtait ses tournées. On a retrouvé plus de 13 000 courriers chez lui. » Plus loin dans l'article, on peut lire « En garde à vue, le facteur a expliqué qu'il n'arrivait pas à finir ses tournées à temps. Comme il était en apprentissage et espérait décrocher un CDI, il a préféré ne rien dire et garder le courrier chez lui. » Et le journaliste, imbécile et cynique, d'ajouter, pensant peut-être que ça passerait comme une lettre à la poste. Alors évidemment, on peut sourire, hein, évidemment ça fait marrer, mais quand même, moi ça me désole. Parce que ça dit quelque chose du monde, ça, non ? Alors vous voyez, fatigue, je souris un peu, faudra que je me cogne encore, faudra que je m'essouffle plus, faudra parler encore pour me fatiguer tout pareil que les factrices, les facteurs, les infirmiers, les infirmières, les conducteurs, conductrices de bus, de train, de tram. Après, comment vous dire, faut quand même que je dise avant de partir comme ça, sans déconner, je le dis quand c'est poète, ton taf poétesse, c'est ton boulot, quand même, il faut le dire, hein, je le dis, quand c'est poète, ton boulot, ton potin, que t'es poétesse, c'est pas comme si on gagnait non plus des 1000 et des 100, hein, non, ni des 1000, ni des 100, ni des 1000 et des 100, enfin je veux dire, putain, les festivals, les ateliers, les rencontres, les signatures, bordel, pour le gagner, ton pain, pour le gagner, faut tout prendre, hein, camarade, faut tout prendre, hein, je veux dire, alors là, il faut rien refuser, hein, t'y vas et alors tu te retrouves dans des trucs, je te dis pas, hein, parce que bon, la culture, tiens, ce serait pas, je sais pas moi, la culture aussi, ce serait pas, je sais pas, tiens, disons, ce soir, là, je sais pas, c'est la culture, c'est un peu le service public aussi, ça, non? Enfin, ça me fatigue.
On va laisser la place à notre deuxième groupe scène émergente avec Olivier Bézéla, Onur Aydin, Hajar Chadlaoui et Anaïs Souada. Bonsoir. Donc le poème s'appelle Choisir. Choisir la lutte, choisir le combat à son échelle, choisir le refus, la barricade et la marche, choisir les 1000 pas pour ne bouger que d'1 mètre, choisir les petites victoires plutôt que les grandes conquêtes, choisir l'inconnu, l'utopie et tous les peut-être, choisir la lettre, celle qui y croit encore. Choisir de ne pas savoir, car l'inconfort vaut toujours mieux que les certitudes ternes de leur monde mort, de leur monde en berne. Choisir le drapeau de la résistance plutôt que celui des meurtriers. Choisir de rêver malgré tout, comme ce jeune garçon noir qui ne sait pas encore qu'il a déjà une cible sur le front. Elle était là, bien avant qu'il ne naisse. Choisir de rester barbare, de rester irréel, de rester juste au-delà, juste de l'autre côté, de frontières déplorables. Choisir de rester hors champ, inassimilable, de rester soi-même, de rester à prendre ou à laisser. Choisir de rester désir qui rassemble 1000 cases contradictoires. Choisir la marge plutôt que le centre, l'encre plutôt que la page. Choisir l'imaginaire, les fantômes, l'incertitude de la rupture. Choisir l'horizon de la tendresse, celle qui se bat tous les jours contre ceux qui choisissent les matraques. Choisir de rester mouvement incrédule, désireux du déséquilibre et ivre de l'écart. Choisir les murmures et les labyrinthes des cœurs fragmentés plutôt que les récits froids des romans nationaux. Choisir de rester phrase bancale penchée vers le crépuscule à recréer à chaque regard. Choisir le despote comme adversaire en sachant que le pire est toujours celui qui se tait, celui qui marche au pas, qui dit qu'il n'y a rien à faire, que nous sommes des fous furieux, des rebelles sans cœur, alors que le sien est mort le jour de la première indifférence. Il se l'est arraché pour ne plus y penser et l'a caché au fond de son petit jardin, tout beau, tout propre. Devant le cortège des enfants décapités, choisir la rage et les pleurs, pour comprendre leur regard perdu et pouvoir leur répondre que nous aussi, nous avons choisi de crever les yeux pleins d'amour, afin de rester immortels et de renaître à chaque ligne du poème. Merci. Farouche attente dans l'armure terrible des millénaires, le labeur nous guette dans notre peau de calcaire. Ici, c'est la cendre, un déménagement forcé. Mais les meubles refusent de bouger, ils s'accumulent. Je suis né près du puits et des 3 arbres solitaires. L'eau citronnée y était délicieuse. La main de mon grand-père sur la terre faisait vibrer les graines qui par magie devenaient tomates, courgettes, pastèques. Mais le corps de l'exilé a une magie limitée. Il court après le temps sans espace fixe, une ronde de halaï interminable, une fête magnifique, morbide, collective. Farouche attente dans l'armure terrible des millénaires. La tempête emporte le flâneur qui ne voulait que rassembler. Seul reste sa canne. Le poids de la canne ne se fait pas emporter par la tempête. Elle reste comme protecteur et bourreau des temps inavoués. Elle marque les morceaux pour qu'un jour on les rassemble. Le labeur nous guette dans notre peau de calcaire. Aujourd'hui, nous allons tirer sur l'horloge. J'ai choisi de tirer sur le frein d'urgence et la tempête s'est calmée. Nous sommes enfin descendus de la locomotive. Mes pas ne trouvaient pas leur chemin et je suis tombé sur la canne du flâneur. Elle se trouvait devant un hôtel en cendres, rien autour. Je pouvais apercevoir des meubles entassés devant les escaliers. On pouvait lire la répression. On peut lire la résistance, mais aucun corps. Les grands poèmes, des ruines comme des corps longtemps aimés dont on n'a plus besoin à présent, sur le chemin de l'espèce mortelle aux 1000 besoins.
On se prépare. Allons, camarades. Il vaut mieux décider dès maintenant de changer de bord. La grande nuit dans laquelle nous fûmes plongés, il nous faut la secouer et en sortir. Le jour nouveau qui déjà se lève doit nous trouver fermes, avisés et résolus. Je me concentre sur le soleil de maintenant. Il se lève sur le passé et trouve son zénith au présent. Je n'attends rien de leur futur périmé, leur progrès court derrière l'odeur putride d'un eau limite. Et les cicatrices appellent des blessures et le pouvoir leur est tombé dessus comme un coup. Et de temps en temps, les hommes sont morts et les vers les ont mangés mais pas par amour. Les fondations suent le sang des esclaves. Au Parlement souffle une haleine de fauve. Leur nouvelle victoire dévaste Rome, la capitale. Le messager annonciateur de la victoire, les poumons à vif, gisent sur les marches. Mais notre plus grand malheur n'est pas leur victoire, mais le cri étouffé du messager annonciateur. Si son dernier souffle, si son dernier soupir avait effleuré l'écho de la masse, peut-être que les morceaux se seraient rassemblés pour ériger une muraille assez haute pour stopper la tempête. Dans cet espace, qui refuse le maître, la terre n'appartient qu'à la terre. Les corps dans cet espace n'appartiennent qu'à leur raison qui refuse de s'effacer. Malgré le même effort de la main sur la machine qui se répète pour faire oublier que sa main lui appartient et faire croire qu'elle appartient au maître, au patron, au colon, au Dieu. Cette main qu'on lui fait croire qu'elle n'a plus de sens plonge inlassablement dans la mer mouvante du progrès. Elle cherche à retrouver. Elle se travestit, se mue pour ne pas être démasquée. Elle agit comme une révolution silencieuse. Ce silence qui traverse les générations et jaillit dans un bruit de cataracte, se rappelant d'un souvenir d'école, sous l'ombre de l'olivier déraciné des grands-parents, malgré le trou béant, la lumière marque encore l'ombre. Une révolte silencieuse qui attend son moment pour jaillir du trou béant. Je l'attends ici, en me remémorant chaque geste de l'olivier et de son ombre. Le lit est un gouffre et j'y retombe, Pâques comme des applaudissements. Je lèche le sol, je le lèche pur. Où est Dieu là-dedans? Mère, il m'a encore vêtue de ta langue. Elle dégoûte de mon menton. Je veux la robe. Je veux la robe cousue de langue. Je veux la langue tirée comme un cordon ombilical. Je veux l'ombilic autour de ma gorge. Je veux la gorge ouverte, rouge. Je veux cracher des pétales. Je les veux noirs. Je veux que le noir tache les draps au nom de Dieu. Je veux que Dieu regarde. Je veux ses doigts. Je veux 10 doigts dans la plaie. Mon corps se souvient de l'œil. L'œil de cheval, l'œil tranché, scène, rideau de velours et quelqu'un qui applaudit, toujours qui applaudit. Je veux être aimé. Je veux être aimé comme une charogne. Je veux que l'amour soit une forme de pourriture. Je veux être adoration. Je veux l'autel luisant de mon nom. Je veux mon nom plié dans un cri. Je veux que le cri me fende les hanches. Je veux que mes hanches enfantent des abeilles. Je veux des abeilles dans la bouche. Je veux la bouche cousue. Qui a dit au miroir de m'imiter? Je n'ai jamais demandé à voir ce que je suis. Je demande la corde, il m'apporte des fleurs. Je les mange. Tiges d'abord. Je veux les tiges. Je veux que les tiges chantent. Je veux une couronne de fleurs faites d'hymnes. Je veux que les hymnes m'oublient. Je veux être oubliée dans le velours. Je veux que le velours cloque.
Je veux des cloques en forme de oui. Je veux oui tatoué dans chaque pli. Je veux des plis, je veux de la répétition. Je veux que la répétition devienne prière. Je veux que la prière devienne pornographie. Je veux regarder, je veux regarder, je veux supplier, je veux supplier, je veux. Suis-je trop petite ou trop grande? Je ne sais pas, l'infiniment petit, l'infiniment grand. Je descends. Pas trop bas. C'est très bien, merci. Je ne peux pas retracer les lignes de ma généalogie, échapper au recensement lorsque vous vous terrèrent sur la cime de vos montagnes. J'écris depuis l'urgence de votre fuite, captive d'un autre pays qui échoue à me discipliner lorsque de nos monstres je ne t'ai plus la parole. Desserré cœur de laisse, j'ai appris à manier le lasso. Comment retracer ce qui de vous n'a pas été écrit? Ce qui n'a pas été écrit est perdu, irrémédiablement perdu. Il n'y a pas de remède contre ce mal, sauf peut-être l'antidote au poison. Cette drôle de composition qui affronte le silence, irrévérence d'une fille au bavardage moins bien dressé. À la rencontre de votre temps et du mien, j'essaie d'égrener le sable que n'emportera pas le vent, plus loin que ma main qui le capture lorsque je souffle sur la page le secret murmure infime, inaudible à l'indiscrète écoute. Y a-t-il place, petite place en littérature, pour vous faire advenir au monde, vous enfanter une nouvelle fois, vous extraire de vos terres disséminées sous les vents des guerres patricides? J'assume le risque de m'assimiler, de falsifier votre vérité dans le grand bavardage du monde. En trocas, vos bijoux, encore agrippés par les mains de vos femmes, sur des marchés qui n'étaient pas moins impitoyables que ce cirque dans lequel je risquerais de me prostituer pour quelques applaudissements convenus. Je suis complice de la race qui tenta de vous exterminer. Je ne gagne pas mon pain d'un labeur moins prétentieux. Comme vous travaillez vos terres, je le gagne au prix de mon éviction. Vaincu par la langue que je maîtrise mieux que vous. Chez nous, on écrivait avec des gestes qui ne trahissaient pas. Langue des signes barbares ne vous a pas attrapé. Vous n'avez pas été piégé par la langue. Prétention des concepts, folie du savant,
me pousse à croire que je trahis lorsque j'apprends à parler blanches lettres. Pourrais-je échapper à cette aporie, me conformer ou garder ma parole libre, ma langue sauve, au risque de me taire à jamais? La littérature peut-elle être le lieu de cette impossibilité? Écrire la parole au lieu de la dire au lieu de l'écrire, parler sa langue sans l'écran de l'écrit, se résigner à écrire la langue de l'étranger. Je ne suis pas moins colonisée que vous. De mon côlon à ma langue la même torsion de boyau qui me retourne de son feu pour exhumer le sang de nos aïeux. Chez nous, les hommes meurent du côlon. Ils ne savent plus se tenir droit, à défaut de courber les chines. Devise de nos aïeux résume notre barbare condition. Plutôt rompre que plier. C'est presque la fin de notre soirée. J'espère que ça vous a donné envie de cultiver vos différences et de rester barbare. Pour clôturer notre soirée, un moment important pour nous, Zeynep va lire un extrait du recueil de Aurélien et Aurélien va lire un extrait de Zeynep. Je repense à la plaine. Ce que m'a dit le fleuve, le nuage, la teigne, le chevreuil ou le chêne dans le wagon là-bas, la plaine. Un mot pour un mot, l'aube pour la plaine et la plaine pour l'aube. Est-ce que l'aube révélant la plaine révèle encore d'autres mystères qui ont un nom? Est-ce que l'aube sur la plaine éclabousse, comme on l'a dit, des cabanes vraiment, et des chiens redevenus errants, des bosquets casqués d'or, des rivières argentées? Maintenant, j'ai des mots dans la bouche, je n'ai rien dans la tête, aucune image. On doit me l'expliquer. Ricochet, écorce, pomme de pin, falaise, écume, nichoir, tanière, vermeil. J'ai vécu sans les mots. Pendant des nuits entières, aujourd'hui me déchire à déchirer le voile. Mes pieds m'enfourchent, je galope. Les mots m'inquiètent autant que l'aube. C'est quand même marrant qu'on ait choisi 2 extraits où il est question de langage. C'est étonnant, non? Quand même. Le mot naît derrière le crâne, parcourt la tête, se promène dans une veine, remonte au cœur. Le mot bat. Il traverse la trachée, se dérobe sur les cordes. Le mot vibre. Il rebondit sur les amygdales, se noie dans la salive, chavire sur la langue. Le mot navigue. Bute sur les dents,
frotte les lèvres, s'extirpe de la bouche, le mot résonne. Le mot s'enfuit, vole dans les airs, entre dans une alcôve, ricoche sur un tambour, frappe un tympan et vient se loger à l'arrière du crâne. Le mot meurt, le mot naît. Voilà, merci beaucoup d'être là, d'avoir été là. Et s'il vous faut encore des livres et des signatures de nos auteurs, n'hésitez pas. Bonne soirée, rentrez bien, à bientôt.